Bonjour à toutes et à tous, je suis ravie d'être là. Merci beaucoup Clément de ton invitation. Je vais donc vous présenter aujourd'hui 10 conseils basés sur mon retour d'expérience en tant que freelance depuis 5 ans et auparavant salarié pendant 7 ans, avec Charles-Louis Alizard qui interviendra donc dans la deuxième partie de ce webinaire. Nous allons vous donner les clés et aborder plusieurs points qui nous paraissent importants au sujet de l'expérience client, le tout dans le but de créer une relation de confiance avec vos clients sur du long terme. On espère vous permettre de prendre du recul sur votre situation, vous rendre aussi peut-être plus conscient de certains enjeux et vous fournir des conseils applicables rapidement. Évidemment, piochez parmi tous ces conseils et adaptez-les à vos propres métiers et méthodes. Et vous aurez quelques minutes à la fin de mon partage pour poser des questions. Rapide présentation de mon parcours. Je m'appelle Sephora Talmud. Depuis 2018, je suis consultante, coach et formatrice en stratégie de communication et marketing digital. Je travaille dans la mode et le luxe depuis plus de 10 ans. Je conseille sur leur stratégie de communication des grands groupes, des marques de prêt-à-porter et d'accessoires, des agences de communication, ainsi que des startups dans la tech. J'accompagne également des dirigeants et des entrepreneurs sur leur personal branding sur LinkedIn. Et enfin, je donne des formations en entreprise et en école. Je vais vous parler de ce qui fonctionne très bien pour ma part et de quelques erreurs qui m'ont permis de peaufiner mon approche de cette partie commerciale qui est très importante dans nos vies de freelance, comme vous le savez. Parce que quand on est indépendant, assurer la pérennité et la rentabilité de son activité nécessite de penser à l'acquisition de prospects, à leur conversion en clients, à leur rétention et à leur fidélisation. Le but, c'est de bosser sereinement en stabilisant votre chiffre d'affaires et au fur et à mesure de diminuer votre temps investi dans la prospection pour vous concentrer sur la gestion de vos missions. Voici donc 10 points essentiels à mon sens pour y arriver. Premier point, démarquez-vous. À chaque début de rendez-vous avec un prospect, je demande « Comment avez-vous entendu parler de moi ? Qu'est-ce qui vous a donné envie de prendre rendez-vous ?» Et ils répondent en général qu'ils viennent de la part de quelqu'un avec qui j'ai déjà travaillé ou qu'ils ont vu passer mes posts sur LinkedIn. Je comprends ainsi que mes compétences sont démontrées par mes clients précédents et actuels et que mon personal branding sur LinkedIn fonctionne puisqu'il me permet de toucher des prospects. Au cas où vous ne l'auriez pas déjà amorcé de votre côté, je vous encourage à mettre en avant de manière cohérente vos activités sur LinkedIn et aussi sur votre site internet, sur Crème de la Crème, bref, toutes les plateformes où se trouvent vos prospects. Publiez des études de cas sur vos sites et LinkedIn, par exemple. Et continuez de poster régulièrement et sur le long terme des contenus à forte valeur ajoutée pour votre audience. Vous avez peut-être un positionnement, un savoir-faire et une expertise en commun avec vos concurrents. Si vous avez du mal à savoir comment vous démarquer d'eux, répondez aux questions suivantes. Qu'est-ce qui fait qu'un prospect va avoir envie de s'engager avec moi ? Pourquoi me choisirait-il plutôt qu'un autre ou une autre ? Pourquoi m'accorderait-il sa confiance ? Outre vos compétences, vous avez des trucs différenciants qui font que vous êtes vous. Votre personnalité, votre mindset, vos passions, la qualité de votre service. Tous ces signes distinctifs pourront faire la différence. Deuxième point, mettez-vous à la place de vos prospects et clients. Développez votre empathie et votre capacité d'écoute. Cela va beaucoup jouer dans le lien que vous allez créer avec vos prospects et vos clients. Déjà, pour moi, c'est une marque de respect que d'arriver préparé à un rendez-vous. Avant chaque rendez-vous prospect, je check tout son écosystème de marque et si j'ai le temps, quelques concurrents et les actualités de son secteur. Et j'anticipe déjà certaines recommandations que je pourrais lui donner lors de l'échange ou a posteriori. Si vous ne le faites pas déjà, essayez, car cela révèle votre expertise et votre professionnalisme. Pour moi, le but lors d'un premier échange, c'est de récolter le plus d'informations possible, de synthétiser ses objectifs, ses besoins, son délai, son budget, et déjà de valider oralement une proposition de solution adaptée pour répondre à ses attentes. Donc, durant le rendez-vous, tendez bien l'oreille et laissez-le s'exprimer pour vérifier ce qu'il a compris de votre service. Posez-lui les bonnes questions sur ses besoins. Reformulez ses propos pour être sûr d'avoir bien compris ce qu'il attend de vous. Autre point important, il peut arriver qu'un prospect ne comprenne pas bien votre offre parce qu'il ne connaît pas votre métier. Mes clients sont en général des dirigeants et des managers, donc j'adapte mon vocabulaire au leur. Rendez compréhensibles vos compétences. Vulgarisez. Notre jargon est loin d'être clair. Aussi, pour permettre aux prospects de mieux comprendre votre travail et de se projeter facilement sur une mission avec vous, utilisez des case studies.
Cela met en avant votre expertise et les bénéfices que vous apportez et cela vous permet de valoriser vos clients actuels et précédents en donnant des exemples concrets de ce que vous avez fait pour eux. Troisième point, facilitez-leur la vie et la vôtre. Durant le premier rendez-vous, profitez-en pour recueillir des informations sur le processus de décision de votre prospect, pour pouvoir le relancer au bon moment, voire même engager votre prospect en fixant un rendez-vous de retour de décision. Adaptez-vous aux moyens de communication de vos clients. Quand sont-ils le plus disponibles pour des points d'étape ou des sessions de brainstorming? Demandez-leur ce qu'ils préfèrent. Est-ce que c'est du mail, du SMS, des appels ou par WhatsApp? Et aussi, aidez-les à comprendre votre process de travail. Expliquez combien de temps cela va vous prendre d'avancer sur tel dossier, surtout si vous produisez de l'intangible ou que vos clients n'ont aucune idée de la réalité terrain de votre métier. Montrez votre réactivité, votre flexibilité, votre capacité d'adaptation, mais aussi votre autonomie et vos limites. Pour votre bien-être, il est important de poser vos conditions et ils n'ont d'autre choix que d'accepter. Dès le premier échange, j'explique comment je fonctionne et j'indique dans mes conditions générales de prestation qui sont liées à mon devis le nombre d'allers-retours possibles avant une refacturation, par exemple. Après le rendez-vous, envoyez un récapitulatif personnalisé, clair et précis, montrez votre compréhension de son besoin et soumettez votre proposition de solution avec votre estimation budgétaire ou votre devis. Et soyez responsable, honorez vos engagements. Et si vous ne pouvez pas, pour n'importe quelle raison, alertez votre client le plus vite possible et apportez-lui une ou des solutions de recours. Autre sujet, je suis honnête sur mes capacités et mes champs d'expertise, mais aussi sur mes limites. Donc, si je sens que je ne suis pas la bonne personne pour une mission et que le client a l'air honnête, je donne les coordonnées d'une consoeur ou d'un confrère qui sera plus à même de répondre à la problématique du prospect. Quatrième point, informez-les régulièrement de votre progression. Gardez toujours un œil sur votre emploi du temps et les échéances à respecter. Placez tout dans votre agenda sur Trello ou Notion ou autres outils pour vous aider à les suivre et à ne pas oublier de choses à faire au fur et à mesure. Je fais des points régulièrement avec mes clients, je bloque des créneaux pour des feedbacks toutes les semaines si c'est sur des missions moyen ou long terme et cela me permet de montrer que j'ai bien pris en compte leur retour et que j'ai adapté le livrable si besoin. Maintenez vraiment un contact constant jusqu'à la fin de votre mission pour un débriefing final. Et cela peut arriver si un de mes clients m'appelle en dehors des créneaux établis, je lui fais un SMS pour lui indiquer que je le rappelle dès que possible, car je préfère prendre quelques minutes pour reprendre les documents et me remémorer là où on en était, plutôt que de décrocher et de répondre à la va-vite. Cinquième point, accomplissez votre travail avec soin. Soignez vos emails, soignez vos livrables et tenez vos deadlines. Je peux avoir jusqu'à 6 projets sur le feu en même temps. Donc, j'optimise mon emploi du temps de manière à avoir des créneaux de travail intenses, ponctués de pauses. Et je fais en sorte que tout cela s'agence bien vis-à-vis de tous mes clients. Et que je puisse aussi y arriver sereinement. Bien sûr, vous placez votre niveau d'exigence où vous voulez, mais posez-vous la question de l'image que vous souhaitez renvoyer. Sixième point, faites l'extra mile. L'idée, c'est de ne jamais se reposer sur vos lauriers. Mettez à jour vos connaissances, faites de la veille, sortez de votre zone de confort. Par exemple, quand j'étais salariée, sur mes samedis, je passais des certifications en marketing digital. J'ai aussi suivi la formation Lyon de The Family. Ensuite, je me suis challengée en reprenant mes études, en suivant un MBA à l'Institut français de la mode. Et en parallèle de ça, je me suis lancée à mon compte. C'était il y a 5 ans. Et depuis, je continue de me former en permanence sur plein de sujets. Soyez proactifs. Chaque détail fera toute la différence pour fidéliser vos clients. Même pour vos prospects, il y a sûrement un truc en plus à leur apporter qui leur permettra de penser à vous par la suite. Ça peut être un audit ou un coaching de 30 minutes où vous donnez quelques pistes d'amélioration sur un pain point particulier. Cela peut aussi être un accès en exclusivité à un contenu comme des extraits d'un guide, d'une formation en ligne. Bref, pensez toujours à l'étape suivante pour faire perdurer l'expérience client. Septième point, traitez vos clients comme vous aimeriez être traités. Pourquoi j'insiste sur ce côté émotionnel? Parce que l'on retient la manière dont on a été traité par quelqu'un. Et dans le secteur dans lequel je travaille, parfois, on a un peu l'impression d'être dans le diable s'habille en Prada. Certaines personnes ont beau avoir des postes à plus ou moins haute responsabilité, cela n'excuse en rien la manière de traiter les gens. Et pour moi, la gentillesse n'est pas un aveu de faiblesse, mais un signe d'empathie. Donc, je m'adresse de la même manière, avec le même respect et la même courtoisie à toutes les personnes, qu'importe leur niveau dans la hiérarchie.
Aussi, si vous percevez des red flags de la part de prospects et que vous avez la possibilité de refuser des missions, faites-le. Suivez votre instinct, d'autant plus si vous vous êtes renseigné et que le prospect est malhonnête. Fuyez. Sur une bonne centaine de missions que j'ai pu faire ces 5 dernières années, il y en a certaines qui se comptent heureusement sur les doigts d'une main, où j'aurais dû suivre mon instinct un peu plus. Mais je me suis raisonnée alors que je ne sentais pas du tout les personnes qui m'approchaient. Certaines parlaient hyper mal de leurs anciens prestataires, me posaient des lapins, étaient très pressées et pressantes sans accepter mes conditions. Et ça n'a pas loupé, c'était des mauvais payeurs. Honnêtement, j'aurais préféré m'épargner les longues et stressantes procédures légales de recouvrement de créances. Donc, même si ça peut paraître débile de suivre son instinct, votre énergie, c'est le nerf de la guerre. En freelance, vous ne pouvez compter que sur vous-même. La santé mentale comme physique, c'est important, donc préservez-vous au maximum. 8e point, remerciez vos clients. Remerciez-les pour la confiance qu'ils vous accordent. La base, c'est avec un email. Le mieux, c'est avec un cadeau à la hauteur du service rendu. L'objectif, c'est de montrer que vous avez de la reconnaissance envers eux. Recevoir un cadeau de la part d'un prestataire, c'est toujours gratifiant. Cela donne de l'importance à la personne qui le reçoit. Cela peut être à la fin d'une mission ou vous pouvez tout simplement envoyer vos vœux à l'occasion des fêtes de fin d'année, par exemple. Et ça permet aussi de montrer que vous ne les oubliez pas, que vous êtes toujours là, si besoin, pour travailler avec eux. J'en profite pour remercier ici toutes les personnes qui m'ont confié de superbes missions et avec qui j'ai le plaisir de travailler depuis tout ce temps. 9e point, gardez le contact. Une fois la mission terminée, assurez le SAV, vérifiez que tout va bien. C'est important de mesurer la satisfaction de vos clients. Cela peut passer par des sondages, que ce soit par téléphone, par email ou via un formulaire. Demandez-leur aussi des recommandations sur LinkedIn pour votre site internet, sur Google My Business si vous êtes dessus, ou demandez-leur de vous recommander auprès de leurs connaissances. Le bouche à oreille de clients satisfaits ainsi que leurs témoignages visibles sur votre site et sur LinkedIn rassure toujours les prospects. C'est la preuve sociale. Prenez en compte aussi leur retour, surtout s'ils ont choisi de mettre fin à votre collaboration. C'est important de comprendre la raison et, si besoin, faites évoluer votre offre et améliorez votre service. Prenez des nouvelles de temps en temps, tenez-les informés de vos actualités. En cas de nouveaux besoins, il y a déjà une confiance installée entre vous et en vous et en votre service. Et l'avantage aussi, c'est que vous vous connaissez déjà. Donc, il sera plus facile pour vous de proposer à vos anciens clients des services adaptés. Et enfin, 10e point, networker. C'est important de sortir de votre bulle. Bloquez des créneaux dédiés au networking dans vos agendas. Il existe plusieurs façons de capitaliser sur votre réseau et de l'agrandir selon votre personnalité. Faites du coworking, prenez des cafés, assistez à des événements de votre secteur, des salons, des meet-ups, des conférences. Je fais tout ça régulièrement. Et si vous êtes plus introverti, conversez sur des groupes Slack, sur LinkedIn, faites des visios. Et comme la plupart d'entre vous, aujourd'hui, je suis sur le Slack de Crème de la Crème. Je fais aussi partie de plusieurs groupes et nous échangeons très régulièrement. C'est le cas avec les alumni de l'Institut français de la mode que je salue. Donc, n'oubliez pas les groupes d'anciens de vos écoles. Il y en a un aussi qui me tient particulièrement à cœur, le groupe des Lyonnes, et j'en profite pour remercier ses cofondatrices Denenoji Mbonjim et Aurore Lanchard de leur soutien. Je pense aussi aux événements apéro web organisés par Céline Tessier, que je salue également. Donc, contactez les personnes qui vous intéressent sans forcément avoir une idée de mission derrière la tête. Échangez des tips, des infos avec des freelances qui ont des activités connexes ou similaires à la vôtre. Et pour conclure, comme vous l'avez constaté, il y a beaucoup de bon sens dans la plupart de ces conseils. Je vous dirais finalement de faire ce qui vous semble le plus aligné avec vous-même parmi ceux-ci. Aussi, rappelons-nous que tout ne tient pas qu'à nous. Il y a des facteurs exogènes qui font que parfois des opportunités nous passent sous le nez pour plein de raisons différentes. Ce n'est pas grave tant que vous avez tout tenté pour les obtenir. Soyez patient et ne lâchez rien. Merci beaucoup de votre attention. Je laisse place aux questions avant de passer le relais à Charles Louis. Merci Sephora. Alors, il y a Mike explique qu'il n'y a pas de son, mais j'ai l'impression que tout le monde a du son, sauf Mike. Donc, je pense que ça doit se passer de ton côté. Merci, merci Sephora. Alors, il y a quelques réactions qui arrivent dans le chat. Il y a une question qui arrive d'Estelle. Et il y a des petits pouces qui
sont arrivés. Bon, il y a pas, les questions n'ont pas forcément plu pendant la présentation, donc je pense que c'était quand même assez clair. Moi, j'en ai noté quelques-unes, hein, parce que j'avais deux, trois points que j'ai trouvé intéressants que j'aimerais creuser. On va commencer du coup par la question d'Estelle. Quel est ton processus de prospection dans ta niche client? Alors, c'est souvent les freelances et les indépendants, ils aiment bien les questions qui ont un rapport avec la prospection. C'est pour Adine. Ouais, c'est vrai que c'est un enjeu crucial, la prospection. J'aime pas trop faire ça parce que j'ai toujours l'impression de quémander quelque chose, alors que non, en soi. Donc, mon processus de prospection, c'est de cerner mes clients idéaux et d'essayer de les alpaguer en faisant pas mal de networking aussi. J'ai la chance d'avoir un bon réseau parce que ça fait 10 ans que je travaille dans la même industrie et auparavant, en tant que salarié, j'ai été à un poste qui me permettait d'être en contact avec énormément de personnes et toutes ces personnes-là m'ont recontacté le jour où j'ai basculé en freelance. Donc, ça m'a permis d'avoir déjà une base d'un réseau construit et avec les bonnes personnes. Donc ça, j'ai de la chance, mais je l'ai aussi beaucoup travaillé pendant toutes ces années. Faire en sorte de garder le contact, justement, ce que je vous disais précédemment. Après, ouais, la prospection, c'est faire en sorte aussi que vos prospects vous gardent top of mind. Donc, ça va aussi avec votre personal branding, le fait de poster régulièrement sur LinkedIn, aussi de les contacter directement, de leur faire des mails pour échanger autour d'un café, pour savoir où ils en sont, quels sont leurs besoins du moment ou pour l'année à venir. Voilà, ça dépend. Chacun sa manière de faire, mais moi, c'est assez naturel. Et justement, en fait, je prospecte sans forcément avoir d'idée derrière la tête. Comme je vous le disais, c'est juste pour prendre des nouvelles et des informations au travers d'échanges plus ou moins formels. En fonction des c'est marrant parce que ça rejoint pas mal cette idée d'expérience client. C'est marrant. Je ne sais pas si on peut parler d'expérience client quand on est dans une position de salarié. Mais au final, c'est l'expérience de manière générale que tu as pu donner, ou en tout cas l'image de toi-même que tu as donnée pendant toutes ces années, on fait que derrière, quand tu étais en freelance, tu as été ton propre canal d'acquisition le plus puissant, qui s'appelle bouche à oreille, du coup. Et en fait, le fait d'avoir été, je sais pas, répondu aux problématiques des personnes avec qui tu as travaillé, fait les choses correctement, proprement, et derrière, évidemment, t'as du monde qui arrive. Donc ça, en effet, c'est un super canal. Et oui, et personal branding, c'est vrai que tu es plutôt assez bien placé pour en parler. Donc je pense que aussi ce canal-là, c'est vraiment un canal aussi qui fonctionne bien pour toi, j'ai l'impression. Oui, et qui fonctionne pour énormément de freelance finalement. Mais c'est vrai que là, je vois des questions qui arrivent, mais je ne sais pas dans quel ordre elles sont. Mais alors, il y a deux questions sur LinkedIn. Ouais. Il y a Antoine qui poste est-ce que c'est nécessaire, indispensable d'avoir une visibilité sur LinkedIn pour trouver des clients, sachant qu'il développe d'autres leviers. Et il y a Marc qui dit je n'ose pas publier de contenu sur LinkedIn et développer mon personal branding. Des conseils, j'ai peur d'être jugé, qu'il y ait des trolls dans les commentaires et posts. Pourtant, je suis professionnel, j'ai des choses à dire. Qu'est-ce que tu peux nous dire par rapport à ces deux questions Alors, si je reprends la question d'Antoine Pajot, donc une visibilité post-interaction, etc. sur LinkedIn est-elle nécessaire ou indispensable pour trouver de nouveaux clients? Bien sûr, si on a déjà d'autres leviers d'activité, SEO, plateforme, etc. En fait, je pense que LinkedIn est un énorme complément si vous avez déjà tout votre écosystème de marque, comme je l'appelle, donc votre site internet ou votre portfolio. Si vous êtes sur d'autres réseaux sociaux comme Instagram, par exemple, pour des directeurs artistiques ou des graphistes. Si vous êtes sur les plateformes, évidemment, Crème de la Crème et autres. En fait, LinkedIn, c'est quand même l'endroit de référence pour les professionnels dans le monde et en France. Ça dépend de vos cibles. Et c'est toujours une manière, encore une fois, de rester top of mind parce qu'une personne va voir un post à un moment donné sur LinkedIn et puis elle va vous trouver via votre bon travail SEO en tapant les bons mots-clés sur Google. Et puis, peut-être qu'elle va voir passer une pub si vous faites une campagne sur Instagram. C'est quand même
l'endroit où vos prospects peuvent se trouver potentiellement. Donc oui, je dirais que c'est quand même assez nécessaire aujourd'hui d'avoir une présence sur LinkedIn pour prospecter un peu plus. Et pour répondre à la question de Marc, qui n'ose pas publier de contenu et développer son personal branding à part sur son site web, ce qui est très bien aussi d'avoir un site web, c'est que vous ne dépendez pas des plateformes comme LinkedIn, Instagram, Meta et compagnie. Vos conditions d'utilisation de votre site web sont les vôtres en fait. C'est du natif et vous gardez ça normalement à vie, contrairement à tout ce qui peut changer du jour au lendemain sur des plateformes. Donc c'est bien d'avoir ça pour vous. Mais aussi, LinkedIn, oui, c'est une des causes principales de ne pas poster et de rester un peu passif, la peur d'être jugé, voire d'être trollé. Il y a énormément de gens qui sont plus que passifs et qui regardent juste vos contenus, qui vont peut-être liker, mais pas trop commenter. Et si vous avez des trolls, c'est peut-être parce qu'il y a un sujet très sensible qui a été révélé sur un de vos posts, mais en soi, il n'y en a pas beaucoup en fait. Mais c'est juste que oui, ils prennent énormément de place là-dessus, mais en soi, pourquoi vous seriez trollé ouais, c'est un peu particulier ça comme peur, mais et ça se comprend tout à fait, mais en fait, il faut essayer de passer au-dessus et de se dire que votre ligne éditoriale va forcément parler à quelqu'un si vous avez bien fait votre travail en amont de qui sont mes personas, de quoi ont-ils besoin, quel type de contenu ils aimeraient voir, etc. Et ensuite, faut faire encore une fois comme vous le sentez, mais je crois que Charlot a quelque chose à dire par rapport à ça. Je vois lever le doigt et je sais que pour avoir regardé un petit peu ce qu'il fait, qu'il est assez pertinent sur cette question-là. Je me permets de te couper. Excuse-moi. Je sais pas si je suis pertinent, je te remercie pour ça, mais en fait, juste pour donner un autre point de vue par rapport à ce que dit Sephora, en fait, j'ai envie de dire à Marc, en fait, va chercher les trolls. Parce que si tu vas chercher les trolls, en fait, va chercher les noms. Vous voulez de la prospection? Est-ce que vous êtes capable de prendre des pancartes? Est-ce que vous êtes capable de prendre des portes? Est-ce que vous êtes capable de prendre des noms? On peut avoir ce qu'on veut. Il y a quelqu'un qui disait, vous pouvez avoir ce que vous voulez dans la vie si vous êtes capable d'essuyer 1000 fois non. Et le problème, c'est que justement, on ne s'autorise pas à prendre des noms. On ne s'autorise pas à prendre des râteaux. On ne s'autorise pas à prendre des refus. Et pour ma part, en fait, ouais, aujourd'hui, je coach, donc j'aide les gens en fait à aller faire chier leur syndrome de l'imposteur et à prendre des risques. Mais moi-même, je pense que j'ai une légitimité à le faire, mais parce que je suis vachement pris par ça. Ça m'a longtemps étouffé, ça m'a longtemps empêché de parler, empêché de chanter, empêché d'écrire. Et je galère encore à me bagarrer avec ça. Mais je pense que ce qui marche le mieux, c'est justement de dire à sa peur un peu, bah, je t'emmerde, j'y vais quand même. Donc j'ai peur des trolls, mais j'y vais quand même. Nul besoin d'espérer pour entreprendre. Marc, tu veux poster sur LinkedIn, tu as peur. Bah, si tu penses que en fait, poster sur LinkedIn, c'est plus important pour ton boulot que d'avoir peur, ben en fait, tu y vas. Et puis c'est tout. Et puis c'est comme ça. Et puis si tu te prends des trolls, peut-être que tu arrêtes. Mais au lieu d'être dans la tête à se dire merde, j'ai peur, j'y vais pas, fais un challenge, poste pendant, j'en sais rien, un mois, une fois par semaine. Il y a plein de manières de faire. Si tu veux en parler, j'adore parler de ce genre de sujet. On ne va peut-être pas passer toute l'heure là-dessus, mais c'est pas parce qu'on a peur qu'il ne faut pas y aller. Il y a vraiment des trucs à découvrir de l'autre côté de sa peur quand on prend un petit peu des risques. Donc, go, j'ai envie de dire. Je reprends la main parce que l'heure tourne. On ne va pas avoir le temps de répondre à toutes les questions, mais peut-être qu'à la fin, on pourra refaire, s'il y a encore du monde, on pourra refaire un peu un tour sur les questions qui n'ont pas été répondues. Juste avant de passer la main à Charles-Louis, et pour revenir un petit peu, parce qu'il y a eu pas mal de questions sur la partie prospection, etc., mais ce n'est pas forcément trop le sujet du jour. Mais Clé nous a posé une question qui a un peu plus un rapport avec le sujet expérience, relation client. Elle nous dit, en tant que freelance et une mission mi-long terme, quel cadre instaurez-vous pour que la relation avec le client, pour ne pas arriver à une relation room service, c'est-à-dire devoir répondre instantanément, réunion à la dernière minute pour le lendemain? Comment réagis-tu si cela arrive? Ça m'intéresse pas mal de le savoir aussi, d'avoir votre avis, ton avis Sephora, et puis si Charlotte, tu dois réagir aussi après. Ouais, je pense que Charlot en parlera un peu plus en détail. Un des principes, c'est de cadrer au maximum en amont.
Donc, lors des premiers échanges, il faut encore une fois que votre prospect comprenne bien votre manière de fonctionner et vos limites. Par exemple, si vous savez que vous ne voulez pas travailler un week-end de jour férié parce que votre prospect vous contacte un vendredi soir pour un retour le mardi matin, première heure, si le lundi est férié, faut lui dire clairement, non, ce ne sera pas possible. Je travaille du lundi au vendredi de telle heure à telle heure. Vous pouvez me joindre à ce moment-là avec plaisir. Et après, par rapport à devoir répondre instantanément ou une réunion à la dernière minute pour le lendemain, c'est un jeu de pouvoir aussi, un rapport de force où il faut que votre prospect ou votre client comprenne que vous avez peut-être d'autres missions en parallèle et que vous faites bien chacune des missions. Et donc, encore une fois, ça revient à cadrer et on a peut-être peur de passer pour quelqu'un d'un peu trop dur ou d'un peu trop rigide. Mais non, en fait, vous gagnerez encore plus le respect en cadrant, mais dès l'amont. Parce que c'est sûr que si vous commencez à vous faire un peu bouffer alors que vous êtes en cours de mission et que vous répondez oui à tout, ça ne va pas marcher. Et donc, oui, vous allez être sous l'eau très rapidement et monopolisé par ce type de client. Alors, en fait, ça fait une super transition avec ce que va nous dire Charlot, parce que j'ai l'impression que c'est un peu de ça dont tu vas nous parler, non? Ouais, il y a pas mal de ça et on a eu une super discussion avec Sephora au téléphone aussi en reparlant de ça, en partageant des expériences. Ouais, je sais pas si on va en reparler un peu après, mais c'est un Je pense que sujet. la transition est quand même pas mal faite. Merci Sephora pour ta Merci à vous. présentation. Merci pour le petit moment avec les questions, de réponse aux questions. Tu restes avec nous. On fera un petit échange sur les autres questions. On fera une petite repasse sur les autres questions par la suite. Charlot, je te propose d'enchaîner. Comme ça, en plus, sa clé, je te propose de bien écouter la présentation de Charlot. Je pense qu'il y aura des réponses à ta question dans toute cette présentation. Je te laisse la main, Charlot. Merci Clément et merci Sephora. Ok, j'ai remis la question là en gras, question un peu longue, mais vendre et assurer un projet freelance qui roule même dans la tempête, est-ce que c'est possible? Alors, je vais pas avoir, on va pas avoir, mais c'est ce que Sephora a dit tout à l'heure et c'est ce qu'on se disait quand on a préparé ça. On n'a pas toutes les réponses. La vocation en fait de ce qu'on a fait Sephora et moi aujourd'hui, c'est pas de régler tous les problèmes. En fait, tout ce qui a été dit, on pourrait passer 3 heures sur chacune des slides que vous aurez vues aujourd'hui. L'idée, c'est déjà d'augmenter le degré de conscience de ce qui peut mal se passer ou de ce qu'on peut faire pour que ça se passe bien. Et peut-être que vous allez repartir avec plus de questions que de réponses. Mais voilà, mon intention, en fait, c'est d'augmenter le degré de conscience de ce qui peut mal se passer et ce que vous avez le droit de faire pour que ça se passe un petit peu mieux pour vos clients et aussi pour vous. Avant de continuer, j'aime bien prendre un peu le temps de ralentir et que simplement de vous poser une question. Pourquoi vous êtes là? Pourquoi vous avez pris 1 heure aujourd'hui pour venir nous voir tous les 3, avoir cette conversation autour de l'expérience client? Qu'est-ce que vous êtes venu chercher? Qu'est-ce qui, aujourd'hui, dans votre expérience, dans l'expérience que vous proposez à vos clients, dans même la manière dont une expérience, ça se vit à 2 dans ce que vous faites. Vous aussi, vous vivez une expérience avec vos clients. Qu'est-ce qui pêche? Qu'est-ce qui est balbutiant? Qu'est-ce que vous aimeriez améliorer? Qu'est-ce qui fait mal? Quelles expériences douloureuses vous avez eues aussi avec vos clients? Je vous invite à prendre quelques secondes pour penser un peu à tout ça. Mon intention, je vous l'ai déjà donné, c'est de faire augmenter le degré de conscience, peut-être repartir avec plus de questions, et pas forcément de vous donner toutes les réponses, mais je pense qu'il y a des choses pour chacun d'entre vous intéressantes qui peuvent se passer. Je continue avec mes petits travaux préliminaires. Si ce n'est pas déjà fait, on l'a fait tout à l'heure avec Sephora et Clément. Les téléphones en silencieux, lâchez vos emails pendant les 20 prochaines minutes, pendant la demi-heure qui va arriver, si ce n'est pas déjà fait. Pourquoi? Parce que ce n'est pas pour moi, je m'en fous, je ne vais rien entendre sonner, ce n'est pas pour nous. Mais le moment que vous prenez maintenant, c'est un moment que vous prenez aussi avec vous-même. Vous venez là pour vous venez là pour votre business, vous venez là pour vos clients. Lâchez le reste, restez avec nous et je pense que ça ne peut pas faire de mal. Pour ceux qui sont déjà venus, pour ceux qui m'ont déjà vu faire ce genre de truc ou certains de mes clients, moi, ce que j'aime bien faire, c'est faire un petit break et commencer avant qu'on se lance. Je le fais aussi pour moi par quelques respirations. Ça fait une petite récréation pour la tête. Alors moi, je vais le faire devant vous. Je le fais aussi pour ceux qui ont un peu peur de faire les guignols en public.
Et je vais prendre 3 grandes respirations. Je vous invite à le faire avec moi. On respire par le nez. On peut créer de la tension dans les épaules, l'air à fond dans les poumons et on relâche. Encore une fois. Alors, si vous êtes chez Monoprix à la caisse en train d'acheter votre sandwich, j'imagine que c'est un petit peu compliqué de faire ça. Moi, j'aime bien faire ça. J'aime bien faire ça même avant un rendez-vous client. Faire baisser la pression avant de décrocher le téléphone. Il y a pas mal de choses qui se passent quand on autorise son corps à respirer. Et ça permet aussi de faire place nette. C'est un peu comme une récréation pour le cerveau. Je vais aller directement dans le vif du sujet. Juste, Clément, si je déborde, si je digresse, si je pars, voilà, si ça dérive trop, tu me feras toc-toc, tu respectes pas le timing et tu Pas me de rappelles souci. à l'ordre, s'il te plaît. Compte sur moi. Normalement, ça fit dans les 20 prochaines minutes. Pourquoi un projet part en sucette? Pourquoi un client n'est-il ou n'est-elle pas content, contente? En général, ce qui se passe, c'est que déjà, pour ça, il faut comprendre qu'est-ce qui déclenche l'achat. Pour avoir une action d'achat, généralement, il faut confiance dans le vendeur et confiance dans la solution. Confiance dans la solution, confiance dans le vendeur. OK. Le truc, c'est que parfois, on va avoir un deal avec un client, avec une entreprise ou avec une autre personne, une transaction, qui est basée sur des attentes. Et donc, on va avoir un décalage dans ces attentes. Je pensais que mon site web allait ressembler à ça, et en fait, il ressemble à ça. J'attendais à pouvoir faire 18 allers-retours sur mon logo en l'espace de 15 jours. Il se trouve que ça prend 4 semaines et j'ai le droit qu'à 3 allers-retours, mais en fait, je n'étais pas prête. Et donc, quand les attentes sont mal cadrées, quand la communication n'est pas là, déjà, ça part, ça commence mal et ça ne fait que de dériver. Je vais rentrer un petit peu plus au fur et à mesure dans ce processus-là. D'où il vient ce décalage? Il vient du fait que souvent, on a une grande promesse. Pourquoi on a une grande promesse? Tout à l'heure, il y avait la question comment bien dire non? Dire non, ça commence dès le départ. Poser des limites, ça commence dès le départ. Ne pas filer sa chemise à son client, ça commence dès le départ. Et pour ça, en fait, il faut avoir confiance dans ses capacités ou savoir prendre des risques. Forcément, quand on démarre une activité en freelance, là, je vais m'adresser particulièrement aux juniors. Les seniors sauront de quoi je parle parce qu'ils sont passés par là. Quand tu es junior, tu as la dalle, tu as trop envie d'avoir un projet. Donc, qu'est-ce que tu fais? Tu donnes ta chemise. Et puis, tu acceptes de bosser pour 40 € par jour. Mon premier site web, je l'ai vendu 3 000 €. Ça, c'est super, 3 000 €. Mais j'ai passé 3 mois à le faire. 3 mois à le faire, quasiment à temps plein. C'était ma carte pour entrer dans le game et ça m'a valu 10 ans derrière de site web, d'appli et voilà. Et je suis super content d'avoir fait ça. Mais 40 balles par jour, ça ne fait pas rêver. Okay, donc, j'ai fait une grande promesse. Aujourd'hui, je ne pourrais pas payer mes factures en travaillant comme ça. Donc, au bout d'un moment, les grandes promesses, il faut commencer à les tempérer. Okay, donc, si vous promettez quelque chose de gigantesque pour pouvoir signer un deal, il faut prendre vos responsabilités. A posteriori, il va falloir délivrer. Mais cette grande promesse, elle a le risque aussi d'être amplifiée par votre client qui, lui, c'est son rôle de client d'en avoir le plus possible pour le moins d'argent possible. Tout le monde n'est pas aussi vicelard que ça, mais son travail, c'est quand même de défendre ses intérêts. Donc, il va squeezer. Mauvais cadrage. Je pense notamment, et là, je vais faire une petite mention, mauvais cadrage, c'est au moment où vous prenez les besoins de vos clients, au moment où vous faites un devis, au moment où vous faites une proposition. C'est une superbe opportunité pour délecter vos clients avec une belle expérience client, une belle expérience quand vous allez reprendre leurs besoins et quand vous allez leur proposer une solution au travers de votre proposition commerciale, de votre devis. Trop souvent, on voit des PDF pourraves envoyés par email. Voilà ma proposition, 4 lignes et hop, démerdons-y. Non, prenez l'opportunité de ce PDF, de ce devis, de cette proposition pour recadrer les besoins. J'ai reçu une proposition très récemment avec une copywriter, d'une copywriter avec qui je travaille pour un projet, bref, une autre activité. Super boulot. Elle a repris les besoins, elle a vraiment pris du temps. Elle a fait un truc que je fais aussi de temps en temps. Elle a fait une vidéo Loom parce qu'on était en asynchrone. Elle a fait une vidéo Loom pour présenter la proposition. Elle est super. Voilà, là, il y a l'opportunité de toucher vos clients en fait dès le départ, de montrer que vous avez compris le besoin, mais aussi vous les avez compris eux.
Donc, bien cadré. Et pourquoi bien cadré? Parce que je parlais d'attente tout à l'heure. Et les attentes, c'est fluctuant. Ça évolue avec le temps. C'est impalpable, c'est intangible. Okay, donc, l'idée, c'est de remplacer les attentes par des engagements. Des engagements qui vont être formalisés, qui vont être écrits pour éviter ce décalage de perception. Décalage de perception qu'on a au début, mais qui va s'aggraver avec le temps. Okay, ça, c'est ce que vous croyez avoir vendu. Ça, c'est ce que le client il croit avoir acheté. Donc, au bout d'un moment, il va être là. Elle est où ma fleur? Il est où mon collier? Comment ça se fait que j'ai pas. Là, je voudrais changer le collier, je voudrais le mettre de telle ou telle couleur. Non, c'est pas dans le deal. C'est difficile de faire ça quand on vend du service parce que c'est pas comme si vous vendiez un objet et vous disiez voilà, ça c'est. Je vous vends une tasse de café, ça fait 12 cm, c'est de la porcelaine céramique, je sais pas trop. Bref, il y a une anse, ça garde le café chaud pendant 20 minutes. Voilà, j'ai des specs, c'est très clair. Quand on vend du service, c'est beaucoup plus impalpable. Et au travers des prochains slides, je vais essayer de semer des petites graines par rapport à comment on peut faire pour prévenir, comment on peut faire pour guérir si ça part vraiment en sucette. On a déjà vu ce qu'on peut faire dès le début de la communication. Voilà ce qui se passe quand il n'y a pas de communication, quand il n'y a pas de visibilité. Vous avez une confiance, au début je l'ai dit, j'ai dit qu'est-ce qui déclenche l'achat? Confiance dans la solution, confiance dans le vendeur. Forcément, si la personne a signé un deal avec vous, c'est qu'il vous fait confiance. Vous allez lui donner satisfaction. Sauf que si vous partez en mode tunnel, je pense notamment, tout le monde est capable de se dire, en fait, je prends souvent l'exemple du site internet. Pourquoi? Parce que c'est mon background, mais surtout aussi, tout le monde voit ce que c'est qu'un site internet. Et même si vous n'êtes pas designer ou développeur, Webflow, WordPress ou peu importe, il y a des chances que vous ayez acheté un site internet, créé un site internet pour votre activité ou pour votre boîte. Un site internet, ça ne se fait pas en 2 heures. Ce n'est pas un workshop de 2 jours, on rentre, on sort. Ça peut se faire, mais c'est généralement un truc qui s'étale sur plusieurs semaines. Trop souvent, on va avoir des gens qui partent en mode tunnel. Bonjour, j'ai compris ce que vous voulez, on se revoit dans 1 mois et demi. Sauf que s'il n'y a pas de communication, je grossis le trait pour que ce soit clair pour tout le monde. S'il n'y a pas de communication, il n'y a pas de visibilité pendant un certain temps, la confiance qui vous a été accordée dès le départ, elle va s'éroder. Okay, et donc, il y a 2 solutions à la fin du projet. Vous allez voir votre client. Bonjour, c'est l'heure de la livraison. Ça fait 2 mois que je bosse sur ton truc. Je me suis déchiré. Vous lui montrez le résultat. Et là, le client, il y a 2 solutions. Il est content ou il n'est pas content. S'il n'est pas content, il va être furax. Et vous allez devoir retourner au tableau, mais ça fait déjà 1 mois et demi que vous travaillez dans le tunnel. Et alors, s'il est content, on ne va pas parler des trains qui arrivent à l'heure. Sans communication, sans visibilité, voilà aussi ce qui se passe. Il y a la projection client, on se rappelle du bonhomme avec sa fleur, et il y a votre travail. Et cherchez pas un sens à ce graphique, il y en a pas parce que c'est complètement décorrélé. S'il n'y a pas de communication, il n'y a pas de visibilité. Vous partez dans votre coin faire votre job et qu'il n'y a pas de communication. Il y a de grandes chances en fait que le gap, vous voyez que le delta en fait entre votre travail et la projection que votre client a de votre travail va s'agrandir. On ne parle pas la même langue. Votre client n'est pas un expert, il vous embauche vous parce que vous êtes un expert. Quel que soit votre degré de compétence. Vous savez quelque chose, vous savez faire quelque chose que lui, soit ne sait pas faire, soit il a besoin de ça. Mais son job, la plupart du temps, c'est pas d'être un bon client d'un freelance comme vous. Son job, c'est de faire marcher son business. Si vous ne parlez pas la même langue, c'est votre responsabilité de trouver un traducteur. C'est votre responsabilité, c'est Forla dit tout à l'heure, de vous mettre au niveau, d'adapter votre discours, d'éviter le jargon, de poser des questions pour comprendre son environnement. Ce n'est pas son job à lui. Vous n'êtes pas salarié. Même en tant que salarié, à chaque degré, en fait, on doit faire du management en haut et en bas. On doit s'adapter à nos interlocuteurs. Je pense que c'est quelque chose qui est bon pour tout le monde. Mais là, d'autant plus quand c'est votre activité. Petit modèle que j'ai gribouillé tout à l'heure, que je propose, c'est d'envisager la communication. En fait, la confiance, imaginez qu'on ne se voit pas pendant quelques temps, la confiance commence à s'éroder. Et en fait, on veut avoir des touch points de communication qui soient les plus fréquents possibles. Ils peuvent prendre plein de formes. Je vais vous donner des exemples un petit peu après, pour faire en sorte que ce niveau de confiance, en fait, il soit maintenu. Donc, si ça, c'est un cycle très rapide, finalement, votre confiance, elle sera quasiment une ligne droite. Prévenir dès le départ, je l'ai dit tout à l'heure, clarifier le besoin, ce sur quoi on s'est mis d'accord, remplacer les attentes par des engagements.
Prévenir à longueur de temps. Ça, c'est ce schéma-là, tout le long du projet. Qu'est-ce qu'on peut faire? Informer, éduquer, rassurer, partager, interroger. Plus concrètement, à quoi je pense? On avait l'exemple de la vidéo du loom avec la proposition. On peut avoir des looms. Alors, loom, pour ceux qui ne savent pas ce que c'est, L-O-O-M, c'est un produit que j'adore, qui va vous permettre de filmer votre écran et de faire des commentaires. Ça vous permet d'éviter de vous retrouver 1 heure avec un client en rendez-vous, alors qu'en fait, en 5 minutes, vous allez lui donner une update visuelle. Vous lancez l'enregistrement, vous parlez en fait sur ce que vous êtes en train de montrer et ça permet d'avoir beaucoup d'informations qui sont données pour communiquer avec votre client. Ça peut être de mettre en place un Notion, un Trello ou que sais-je, ou un Monday, n'importe quoi, dans lequel en fait le client va voir le projet évoluer. Ça peut être de l'éduquer sur une problématique que vous rencontrez. J'ai un bug, j'ai étudié quelque chose de différent en faisant ton étude de marché. Là, je me rends compte qu'en fait, on était parti là-dessus, mais c'est pas bien, il faudrait qu'on aille là-bas. En expliquant vos choix, en l'éduquant, vous allez aussi le rallier à votre bord. Partager vos avancées, ça peut être aussi donner en accès votre, je sais pas, ça peut être Canva, ça peut être une Dropbox avec les fichiers graphiques, ça peut être une version de développement du site web pour que le client puisse le visiter. Ça peut être aussi tout simplement de prendre le temps d'un coup de téléphone ou même lors d'une réunion et de vous intéresser à son business, d'aller au-delà en fait du rapport commercial qu'il y a entre vous. Qu'est-ce qui se passe dans son business en ce moment? Qu'est-ce qui se passe dans sa vie? Peut-être même uniquement professionnelle, mais en fait, de vous intéresser à votre interlocuteur. Ça va aussi augmenter le degré de confiance. Communiquer, je ne vais pas répéter ça. Au-delà d'un service, d'un produit, ce qu'on vend, on l'a déjà dit tout à l'heure, on vend une expérience. Pourquoi? Parce que l'entrepreneur, le créateur d'entreprise, la start-up, la scale-up, la PME, le chef de projet, qui va passer un temps avec vous à bosser, va vivre un moment de sa vie avec vous sur un dossier, un sujet qui est important pour elle, important pour lui. Vous allez l'aider à passer d'un état A qui est frustrant, j'ai pas de site web, j'y vois pas clair, j'ai pas de stratégie, à un état B qui est désiré, j'ai une stratégie, j'ai de la clarté, j'ai un site web, j'ai des réseaux sociaux qui cartonnent. Et donc ça va se faire sur une période de temps. Et donc, vous allez vivre cette période de temps ensemble. Donc, gardez à l'esprit que c'est une expérience. Je reprends une citation, Clément l'a dit tout à l'heure. Dans une autre vie, et ça commence à faire un paquet d'années maintenant, j'ai fait de la cuisine. Mon métier initialement, j'ai un parcours un petit peu zigzagant. Et j'ai fait de la cuisine, j'ai fait des concours de cuisine, j'ai été formé à la cuisine et j'ai passé 3 ans notamment à faire mes armes dans une boîte qui s'appelle La Durée, qui est très connue pour ses macarons. Et l'homme qui a racheté La Durée en 97, peu importe, s'appelle David Holder et il disait: «On s'occupe de nos clients de leur arrivée jusqu'à leur retour». Et j'aime bien en fait aller piocher dans l'expérience, dans l'industrie du service pour modéliser c'est quoi une expérience. Quand vous allez au restaurant, quelle expérience vous vivez? Vous allez dans un beau restaurant, vous vivez quel type d'expérience? Et vous allez commencer à avoir en fait le soin apporté au détail. La coutellerie qui est différente, la manière dont on vous sert le vin qui va peut-être varier, ou même il y a des endroits où on ne vous sert pas le vin, vous vous démerdez, vous allez au buffet. Regardez comment on va faire en sorte que vous passiez un bon moment. Et le diable est dans les détails. Là, je fais une digression du coup qui n'était pas prévue. Sephora tout à l'heure a parlé des cadeaux clients. Et chez La Durée, donc qui est connu pour les macarons, il y a des boîtes de macarons. Des boîtes de macarons qui, il y a un service, alors je sais pas comment ça fonctionne aujourd'hui, mais en tout cas, il y avait un service avec des designers, des créatrices, des créateurs. Il y avait des partenariats avec des gens de la mode. Je me souviens, il y avait une boîte de macarons Agnès B, par exemple. Et en fait, ces boîtes de macarons, c'était des séries et le style variait d'un mois sur l'autre. Mais ces boîtes, qu'est-ce qu'elles ont ces boîtes? Elles sont solides. Les macarons, ça se mange.
Ok, vous rentrez chez vous ou même vous voyagez, vous rentrez dans votre pays, vous mangez les macarons. Mais la boîte, elle est en carton, elle est belle. Qu'est-ce qui se passe? Vous la gardez. Vous allez mettre du bazar dedans. Et si c'est une boîte en métal, elle va rester dans votre cuisine. Et donc, en fait, ces boîtes de macarons, oui, non seulement c'est sympa, mais en plus de ça, ça va faire que quand vous allez l'offrir, la boîte de macarons, elle va rester chez votre client. L'entreprise, la durée, va rester chez votre client. Alors, il y a les cadeaux intangibles, offrir une séance de coaching, offrir un point, offrir un audit. Et il y a aussi des cadeaux tangibles qui peuvent être très cool. Je le faisais pas avant, mais maintenant je le fais pour mes clients en coaching, par exemple, pour ceux que j'accompagne sur une longue durée. Je leur offre un Moleskine, donc un carnet de notes assez haut de gamme, personnalisé. C'est un cadeau qui vaut une certaine somme, mais ça va les accompagner pendant tout leur coaching et a posteriori aussi. C'est une façon de leur dire bienvenue, je suis content de bosser avec toi. Et c'est aussi quelque chose qui va pouvoir persister parce qu'une fois que le coaching est terminé, le carnet, il va rester là. Alors, je ne le fais pas dans cette logique-là, je le fais juste parce que je trouve ça cool, mais essayez de penser à des choses qui peuvent aller dans ce sens-là pour vos clients. Toujours dans ce parallèle avec l'univers du service, on dit en hôtellerie, en restauration, under promise, over deliver. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que si vous voulez surprendre vos clients avec une expérience à laquelle ils ne s'attendaient pas, par effet de surprise, bah, le mieux, c'est quand même de pas trop en promettre dès le départ. Parce que si vous en promettez trop dès le départ, ça va être très dur d'en donner encore plus. Vous allez vous fatiguer. Et si vous vous fatiguez, vous n'allez pas faire un boulot correct. Donc, n'hésitez pas à vous économiser un temps soit peu au départ, tout en sachant que vous allez en faire un petit peu plus. Ça peut être, donc c'est l'extra mile dont parlait Sephora tout à l'heure. Ça peut être de dire, bon, je ne le fais pas, mais cette fois-ci, ok, ouais, je suis en week-end, mais je vais prendre 2 heures pour te gérer un truc. Oui, je veux bien annuler ma soirée Netflix pour terminer tel ou tel truc. Ou bon, c'était pas prévu, mais je te le fais pas cher, cadeau, ce que tu veux. Mais si vous êtes déjà pris à la gorge parce que vous avez mal vendu, ça va pas le faire. Charlot, je voulais Ouais. juste te poser une question parce que je me permets parce que Vas-y. j'ai des droits que les autres n'ont pas, donc je te pose ma question en live. Du coup, il faut mettre un curseur entre avoir une proposition commerciale qui soit assez sexy, mais ne pas en faire trop. En fait, c'est avoir envie de passer par rapport à un autre concurrent. Ouais. Mais par contre, parce que, en fait, le souci qui peut arriver avec l'under-promise, c'est qu'il peut y avoir aussi ah bah l'autre il fait l'extra mile, mais il l'a dit. Donc Ouais. en fait, je vais passer avec lui plutôt qu'avec toi. Ouais. Juste, quand tu disais ça, je me disais c'est facile à dire, mais est-ce que c'est aussi facile à appliquer? Je sais pas. Non, c'est Ouais. pas facile à appliquer. Je pense que c'est hyper subtil. Et je pense que c'est en fait, là, pour le coup, c'est l'expérience qui va aussi permettre d'ajuster ça. Donc, on peut avoir son expérience à soi et essuyer les plates en tant que freelance. Le fait d'avoir un groupe de travail, un groupe de parole, du mentoring, du coaching ou des choses comme ça peut permettre de faciliter ce truc-là. Parce que vous allez avoir un regard extérieur qui va vous dire non, là, tu en fais des caisses, là, c'est pas la peine, là, tu peux ajuster le curseur différemment. Mais effectivement, là, c'est très ce que je dis sur ce point-là, c'est très, très, très abstrait. On ne veut pas rentrer non plus dans un truc prohibitif où les gens, si vous êtes comparé, enfin, si vous êtes, comment dirais-je, si vous êtes en compétition avec d'autres prestats, celui qui va en promettre le plus pour le moins possible, peut-être va l'emporter. Mais peut-être pas. Parce que si votre expérience client dès le départ, elle est cool, même si vous êtes plus cher, mais c'est vous qui avez fait une vidéo Loom pour expliquer que vous avez bien compris les besoins. C'est vous qui avez envoyé une boîte de cookies lors de la dernière réunion qui n'était pas arrivé les mains vides. C'est vous qui avez été recommandé par Jean-Michel parce qu'il avait trop adoré bosser avec vous en 97. Et ça, c'est ça qui va vous permettre en fait de travailler progressivement votre écologie. J'entends par écologie, vous préservez en vendant au prix juste. Mais c'est aussi un travail sur vous-même, d'avoir conscience dans votre valeur, d'avoir conscience de, Sephora en parlait tout à l'heure, de se former. OK? Mais c'est aussi travailler votre confiance en vous,
Travaillez votre perception de la valeur que vous apportez à vos clients. Et trop souvent en freelance, on a ce problème-là, c'est qu'en fait, on est tout seul dans son monde. On a l'impression que si on n'en fait pas des caisses, on va se faire dégager. Si on n'accepte pas de faire une charrette tous les week-ends, on va se faire dégager. Et donc, on en donne trop et on s'oublie. Je vais bientôt terminer et quitte à aller un peu vite, puis on aura les questions après. Super dur de dire non. Je reviens à la question qui était la dernière question avant que je commence à dérouler ces slides. Comment on dit non? Comment on pose des limites? Pour moi, c'est super important de savoir poser des limites parce que si on sait poser des limites, on va pouvoir se préserver, on va pouvoir faire un bon boulot. Maintenant, comment on dit non dans des bonnes conditions? Je pourrais parler de ce sujet rien que de ça pendant 1 heure, mais pour moi, il y a un truc super important à retenir, c'est de maintenir un rapport de force équilibré. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que si j'ai pas pris d'acompte et que je bosse sans prendre d'acompte, au bout d'un moment, on commence, le client il n'a pas versé d'argent, moi j'ai pas travaillé, ça va. Sauf qu'au bout d'un moment, je sais pas si on voit mes mains, hein, mais au bout d'un moment, je vais travailler et mon client il aura toujours pas payé. J'ai travaillé 2 heures, ça va. J'ai travaillé 10 heures, en revanche, là je me dis: «Ah j'espère qu'elle va être contente, j'espère qu'elle va bien aimer le design que j'ai inventé». Si c'est pas le cas, bah, vous allez galérer à vous faire payer. Si le client ou la cliente a changé d'avis, vous allez galérer à vous faire payer. Et le problème de ce rapport de force, c'est que si vous n'êtes pas payé et que vous avez investi plus dans la relation qu'elle ou lui, parce que vous n'avez pas pris d'acompte, vous n'allez pas pouvoir dire non correctement. Parce que vous allez constamment être dans la séduction, constamment être dans la gentillesse. Et on ne veut pas être dans la gentillesse, on veut être dans l'efficacité. Trop gentil, ça va. En fait, vous vous punissez, vous volez vous-même. Vous allez vous voler de l'énergie à vous-même. Et au bout d'un moment, vous n'allez plus être utile et efficace pour l'ensemble de vos clients. Donc, comment on équilibre ça? Concrètement, je vous reprends l'exemple du site web. Pour ma part, moi, les projets en dessous de, c'est arbitraire, hein, mais les projets en dessous de 3 000 €, 50 d'acompte, 50 la livraison. Les trucs en dessous de 1 000 €, tout ce qui est consulting, maintenance, paiement à l'avance. Je ne vais pas m'embêter à aller chercher une facture de 250 €, donc j'encaisse à l'avance. C'est personnel, c'est arbitraire. Et tout ce qui est au-dessus de 3 000 € par exemple, ou de 5 000 €, c'est 40 d'acompte, première livraison 30 deuxième livraison 30 et ça fait combien ça? Ça fait 100. Ou ça peut être 40, 20, 20, 20, peu importe. Mais maintenir le rapport de force pour toujours être en mesure de dire: «Stop, ça suffit, j'en ai assez fait» et ne pas avoir peur de ne pas être payé parce qu'il y a rien de pire. Donc la moralité de ce truc-là, c'est un peu biblique, mais c'est: aime ton prochain comme toi-même. Occupez-vous pour bien vous occuper de vos clients, occupez-vous de vous correctement. Donc apprendre à poser des limites, ça va aussi vous permettre de bien servir vos clients qui vont bien vous payer, qui vont vous permettre de poser des limites et de kiffer la vie un petit peu plus parce que c'est quand même le but de travailler, c'est pour kiffer la vie un petit peu plus. Voilà, j'arrête là-dessus et Clément, je te redonne la parole. Du coup, tu peux la prendre quand tu veux, tu es chez toi. Donc voilà. Alors, il faut que vous m'entendiez. Oui, j'ai réussi à mettre le micro. Merci beaucoup, hein, Charles-Louis. On est dans les temps et c'était très intéressant tout ce que tu nous as sorti. Il y avait vraiment plein de points qui auraient pu être creusés, je le sens. Mais déjà, ça nous donne une bonne visibilité pour essayer justement après nous-mêmes. C'est un peu l'exercice de ces webinaires. On sait que j'ai conscience que c'est difficile en 30 minutes de pouvoir faire d'être exhaustif sur tous les sujets, mais au moins c'est pour vous permettre de mettre cette petite graine, de planter cette graine dans la tête et d'aller chercher les infos par vous-même par la suite. D'ailleurs, j'ai mis dans le chat vous pouvez suivre Charles-Louis et Sephora sur LinkedIn. Il me semble que vous faites un peu de contenu régulièrement. Et je crois que vous m'aviez fait passer aussi, chacun de votre côté, un petit calendrier pour les personnes qui ont des questions, qui voudraient passer quelques minutes à échanger sur des cas particuliers, parce que je vois passer parfois dans les questions des cas particuliers. C'est difficile de répondre à tous les cas particuliers sur une assemblée où il y a beaucoup de monde. Et voilà. Je pense que, en tout cas, si vous voulez creuser tous ces points, ça peut être possible. Est-ce qu'il y a des questions? Parce que je parle beaucoup souvent. Mais vous avez vu les questions ou on les lit ensemble? Alors, je les ai pas scannés encore, mais vas-y, on peut y aller, hein.
Alors, alors, j'ai des questions. Alors, sur le nomadisme, c'est pas vraiment le sujet. On peut en parler si tu le souhaites, Charles-Louis, à un moment, parce qu'il me semble que toi, tu as eu. Mais ça, on en parlera après, si tu veux. On va mettre. Est-ce pertinent de prendre un rendez-vous avec Charles-Louis? Sa business free n'est pas encore complètement lancé. Ça, c'est à toi, Charles-Louis, Où est la question? Elle est pingée, la question ou... Colette, dans la partie questions, l'avant-dernière. Ouais. Ok. Est-ce pertinent de prendre rendez-vous avec Charles-Louis si notre business free n'est pas encore Bien sûr. On verra où ça en est. Et puis, si je peux t'aider, ce sera avec plaisir. Alors, on a une question d'Adrien sur le nom, j'ai l'impression. Comment on refuse poliment un projet quand c'est uniquement parce qu'on ne sent pas le client? Alors ça, c'est la question red flag. On en parlait juste avant avec Sephora, tous les deux. Moi, je suis plutôt, avec l'expérience, j'arrive à savoir quels sont mes red flags et soit, je te laisse répondre après, mais soit en vrai, moi, soit j'y vais pas, soit je désamorce le red flag en posant des questions. Je te laisse répondre, Charlotte. C'est moi qui m'y colle. Ça marche. La question était posée à toi, je pense. Donc, ouais. Ma reco, alors poliment, faut toujours être poli. De toute façon, il n'y a aucune raison d'être agressif ou quoi que ce soit. En fait, vous avez le droit, autorisez-vous à dire non. Vous avez le droit de dire non. Vous avez le droit de, même si juste, je sais pas, vous aimez pas la couleur de la déco, et non, en fait, vous avez pas à vous justifier. Je dirais, au-delà de la politesse, la justification, en fait, trop de justification, ça peut venir en fait tuer cette distance. Donc, être professionnel, c'est pas forcément. N'en faites pas des caisses. Voilà, là, j'ai du mal à trouver mes mots, mais n'en faites pas des tonnes, c'est pas la peine. J'ai apprécié la qualité de nos échanges. Toutefois, les projets sur lesquels je suis déjà engagé m'empêchent de vous faire une proposition. J'ai apprécié la qualité de nos échanges et votre projet semble très intéressant. Néanmoins, je pense qu'il y a d'autres personnes mieux qualifiées pour le job. J'ai apprécié la qualité de nos échanges et particulièrement ce qu'on a vu à tel niveau. Toutefois, je suis déjà engagé sur d'autres projets qui vont monopoliser mon temps sur les 6 prochains mois et donc je préfère vous orienter vers mon collègue. Je suis ravi de travailler avec vous, mais ça va vous coûter 250 000 €. Vous pouvez aussi mettre un tarif prohibitif qui fait que si vous l'avez, c'est à ce prix-là. Et là, des fois, ça fonctionne. Donc après, il faut être OK avec ça. Mais, oui, j'ai déjà tenté le prix prohibitif qui passe. T'es pas content, mais t'es content quand même. T'es pas content, mais t'es content. Ça permet des fois de passer. Il peut se passer des choses. On a Jean-Philippe qui pose une question à Sephora et Charles-Louis, donc à vous deux. Quels sont vos conseils sur des missions où le freelance est intégré à une équipe du client et que le feeling ne passe pas, contrairement aux premiers entretiens avec le donneur d'ordre? Peut-être qu'on peut même aller plus largement quand les red flags n'ont pas été présents au premier rendez-vous, mais que c'est présent pendant la relation, comment on fait? Bonne question. J'ai pas encore eu ce cas de figure pour ma part. Donc là, c'est difficile de me projeter là-dedans, je vous avoue, mais ouais, Charlotte, peut-être. Pour ma part, moi, j'ai pas fait de régie. Une fois, je suis allé en agence coder pendant plusieurs jours / nuits. Mais j'ai fait très peu de régie. J'ai pas mal de clients qui sont en régie. Donc en régie, c'est quoi en régie? C'est qu'en fait, vous êtes freelance, mais vous êtes dans la team chez un client. Donc vous avez un statut de freelance, mais vous êtes intégré à la team. Maintenant, vous pouvez être dans une équipe sans forcément être en régie. Un truc qui me vient, c'est que y a pas de mauvais clients, il y a que des mauvais freelances. Vos clients, c'est votre responsabilité. Donc si vous êtes dans un mauvais deal, c'est de votre faute. Donc ça, déjà, c'est de prendre cette responsabilité. C'est frustrant, c'est désagréable, mais au moins, si c'est votre problème, vous pouvez y faire quelque chose. Dire que les gens de la team du client ne sont pas sympas, ça va vous mener nulle part parce que vous n'allez pas pouvoir y faire grand-chose. Je vais faire peut-être en tout cas, je vais essayer de reprendre aussi ce qu'on a vu avant. Il y a dire non à un projet. Puis il y a aussi avorter un projet, ou en tout cas sortir d'un projet en cours de route. Vous avez dit oui à un projet et vous vous rendez compte qu'en fait, ça pue. Qu'est-ce qu'on fait? Donc des fois, il faut mieux serrer les dents parce que ça coûte moins cher et c'est moins embêtant. On serre les dents et puis on se dit que ça ira mieux demain.
Ça, c'est souhaitable. J'avais un client l'autre fois au téléphone, on était hors séance, il me dit: «Je peux t'appeler, j'ai un truc». Donc je lui passe un coup de fil et là, il m'explique que, il s'est embarqué dans un projet, il a promis là justement, c'est l'exemple type de tout ce qu'il fallait pas faire qu'on a vu aujourd'hui. Il est déjà dans une startup 3 jours par semaine et il a promis à ce mec-là qu'il allait lui faire un site, sur Webflow en 3 jours en y passant le week-end, mais ça devait déjà être fait la semaine dernière. En fait, il n'en avait pas vraiment envie, il voulait juste prendre un peu de cash. Il s'est rendu compte que ça ne le faisait pas kiffer tant que ça, sauf qu'il était bien emmerdé parce que c'était une nouvelle relation avec qui il pouvait établir quelque chose. Et il lui avait fait une promesse, je te livre avant lundi, donc le truc en 4 ou 5 jours, et à pas très cher, donc il n'avait même pas de marge pour sous-traiter. Et il s'était mis en tête de dire: «Bon, je ne vais pas le faire, mais je vais appeler mon pote avec qui j'ai déjà travaillé, il va le faire à ma place pour 800 balles et moi, je vais garder 200 balles». Et je savais, tu te fais des nœuds au cerveau et tu m'appelles moi, que tu me payes moi pour trouver 200 balles pour pas te sauver le week-end. Et qu'est-ce que tu ferais si tu n'avais pas peur? Quelle décision tu prendrais si tu n'avais pas peur? Et là, il a réfléchi, il a dit: «Bah, j'arrêterai le projet». Bah voilà. Si tu n'as pas peur, tu arrêtes le projet. Et là, il a fait ça très proprement. Il s'est rendu compte que c'était tout à fait professionnel de dire: «Salut Jean-Philippe, en fait, bon, je m'excuse, j'ai fait une erreur, je t'ai promis la lune. En fait, je ne peux pas aller te la chercher. En revanche, je te mets en connexion avec Thierry, qui va se faire un plaisir de bosser avec toi. Et Thierry, il se démerde et il fait son deal avec Jean-Philippe». Et tout le monde est content. Et mon client est sorti de ça. Donc, si la vie, elle est vraiment trop dure avec l'équipe de ces clients-là, est-ce que tu as les moyens de sortir? Et c'est ça, pour moi, la liberté. Être freelance, c'est une chose. Dans freelance, il y a free, mais en vrai, souvent, on a un gros boulet au pied, c'est qu'on n'a pas de choix parce que les affaires, elles ne tournent pas comme on aimerait. Et donc, cette liberté-là, c'est d'avoir le choix dans ses clients, d'avoir d'autres options. Si, j'ai pas la question sous les yeux, donc je ne sais pas qui a posé la question, mais si tu avais la possibilité de sortir, donc soit tu n'as pas besoin d'argent, soit tu as d'autres opportunités et tu dis: «Bah, écoute, je me suis trompé, salut». C'est peut-être pas très pro, mais des fois, il vaut mieux se barrer en fait d'une mauvaise relation que de perdre 1 mois, 2 mois, 3 mois, 6 mois de ta vie. C'est ce que j'aurais envie de dire aussi. Vas-y, c'est Ouais, pas. ouais. Ouais, pardon, je rajouterais juste un truc à ce que tu dis, Charlot. Avant de tomber dans ce genre de problème, ça peut être peut-être anticipé et annulé en amont grâce à vos conditions générales de prestation. Si vous avez un truc qui est ultra cadré dans vos conditions générales de prestation qui sont liées à votre devis et que le client accepte votre devis et donc vos CGP, ben, s'il y a un truc qui ne se passe pas correctement par rapport à ce que vous avez noté dans vos CGP, tous les trucs possibles et imaginables, ben, vous pouvez vous référer à ça en disant: écoute, c'est pas ce que tu m'avais promis, tu as été d'accord sur mes conditions, ce sont celles-là, je te les rappelle, et là, la réalité, ça n'est pas du tout ça. Donc, il faut qu'on trouve un accord. Soit on arrête, soit on continue, mais on réajuste et le tarif ne rentre pas en compte là-dedans. C'est vraiment purement du travail, comment ça se passe, quoi. Ouais. C'est cool du coup que tu repointes ça, Sephora, parce que je sais pas, tu en avais parlé dans tes slides ou je l'ai pas vu? Ouais, ouais, On t'a c'est parlé très des rapide. CGV. Ouais. Et moi, j'en ai pas du tout fait mention, ça m'est complètement sorti de la tête. Et c'est vrai que j'ai pris des gamelles au départ et notamment je sais pas, 2014-2015, on fait une première appli mobile avec j'ai une copine qui vient me voir, qui me dit: «J'ai une copine qui veut faire une appli mobile». Trop bien. On est en 2014, début des applis mobiles où ça commence à s'envoler. Et nous, on veut faire une application hybride pour un site de e-commerce mode beauté. Moi, je trouve un autre développeur, je trouve un copain designer, on y va, trop bien. On fait une proposition dans les 30 000 euros. Pour nous, c'était la folie. On était là, ouais, on va faire une appli à 30 000 balles. Donc, comme ça nous vendait du rêve, quoi. Sauf que, au final, en fait, l'application qu'on a développée, elle en valait au moins le double. Et que le client était responsable de la base de données du site de e-commerce, sauf qu'ils n'avaient pas la compétence en interne. Et nous, qu'est-ce qu'on a fait? Au lieu de dire non, on a dit: «Ah bah, nous, on va vous réparer la base de données et puis on va vous faire un truc en plus et puis on va vous expliquer comment faire». Et en fait, on en a fait, on en a fait, on en a fait, on en a fait. Et on a passé notre vie, en fait, à remettre de l'énergie dans ce projet. Plus on en avait mis, moins on avait la possibilité de se barrer parce qu'on avait déjà trop investi. On n'avait pas la possibilité de dire non. Et pourtant, nos clientes n'étaient pas contentes parce qu'on avait beau en faire. Le projet, il avançait pas, il patinait.
entre autres, leur fête. Mais nous, on s'était approprié leurs problèmes au lieu de dire stop. Et en fait, ce truc-là, d'un projet qu'on se disait, ouais, trop bien, on va vendre une super appli, on va faire plein d'argent. Mais en fait, on a perdu 6 mois de business. On s'est pourri la vie. C'était vraiment, vraiment dur. Et moi, j'ai mis 1 an et demi à m'en remettre finalement parce que perdre des mois avec un truc qui déraille, et ben, c'est terrible. Des fois, il vaut mieux savoir sortir. Et c'est comme ça que derrière, j'ai mis des conditions générales de vente justement bien étoffées avec des mentions du type en fait, si vous bossez avec moi, en gros, on fait ce que je dis. Et si on n'est pas d'accord, on en discute et on fera peut-être autre chose. Mais en gros, je me donne le droit de driver la barque comme je l'entends. Et donc, les clients, c'est ça aussi qu'ils achètent. Ça n'a jamais servi au tribunal, mais ça me protège. Je vois Jean-Philippe qui met CGV. CGP, CGV, c'est la même chose? Oui. C'est vraiment la Oui. ouais. Conditions générales de vente, c'est plutôt pour des biens physiques et prestations, c'est de l'intellectuel, quoi. Moi, vu que je suis sur du conseil pur en strat, voilà. Okay. Écoutez, les autres questions sont en tout cas, vous avez plein de compliments dans le chat, c'est très cool, ça fait plaisir. Vous avez l'air d'avoir répondu pas mal aux questions de l'Assemblée. Je crois qu'on a fait le tour des questions, en tout cas sur les sujets expérience client. Il y avait pas mal de questions, surtout au début, sur la manière de trouver des clients, etc., qui sont un peu moins le sujet d'aujourd'hui. Il y avait une question aussi sur le nomadisme qui était, je crois que vous l'avez ici, je l'ai perdu. Oui, de Christina. Je pense que Christina, si tu veux parler de nomadisme, peut-être que Charlot pourra t'en parler, mais peut-être faites-le ensemble. Envoie-moi un petit message, Christina, si tu veux. J'essaierai de C'est vrai que c'est un vaste sujet avec une question assez large. Donc, nous, on a, si tu veux, Christina, si tu vas fouiller sur YouTube, sur la page crème de la crème de YouTube, j'avais fait mon dernier webinar avant l'été pour avoir un air de vacances et pour donner des conseils aussi sur le nomadisme, parce que le nomadisme, c'est peut-être pas forcément aller au bout du monde, ça peut être aussi juste de travailler à plusieurs endroits. J'avais fait un webinar sur le nomadisme où il y avait eu plein de conseils super intéressants qui avaient été dit. Et oui, sinon, envoie un message à Charlie, je pense qu'il sera ravi de répondre à tes questions. Un truc que je peux dire, Clément, qui est très rapide pour le coup, c'est parce qu'il y a pas que des digital nomades et des gens qui travaillent en remote, mais le nomadisme, j'ai l'impression que tout le monde, ça intéresse tout le monde de près ou de loin, ne serait-ce que pour prendre des vacances prolongées ou aller bosser près de la plage une fois par an. Si vous êtes en freelance, il ne faut pas tout mélanger. Et à mon avis, une chose qui est bien, c'est de sécuriser une partie de votre business avant de vous envoler pour l'autre bout de la terre. Ou alors, c'est d'avoir du cash de côté. Parce que trop souvent, il y a des gens qui rêvent en fait de devenir digital nomade et ils commencent le business de freelancing et digital nomade en même temps. Ils se retrouvent à l'autre bout du monde, ils ne savent pas comment faire, ils ont 7 heures de décalage horaire, ils n'ont pas d'assurance. J'exagère. Et le business, il ne tourne toujours pas. Donc, il ne faut pas tout mélanger. On peut avoir plein de trucs dans la vie, mais des fois, on ne peut pas tout avoir en même temps. Et donc, phaser ça, c'est une bonne manière de progresser. Juste, j'ai une dernière question. J'ai vu qu'elle avait eu plein de votes, mais elle est passée un petit peu. Et après, on conclura sur ça. Mais il y avait une question de Clé qui disait comment gérer une mission avec un TIGM par jour où le client pense que cela veut dire être disponible sans arrêt 9h, 18h30, donc en régie, plus ou moins, d'après ce que tu disais. Pas de flexibilité d'horaire. Or, la flexibilité des horaires est désormais, même pour les employés dans les entreprises, donc pas uniquement pour les freelances. Comment est-ce que, quand on a ce type de relation avec un client, est-ce que j'ai pas exactement saisi totalement toute la question, mais j'ai l'impression que ce que veut dire Clé, c'est comment est-ce qu'on gère en tant que freelance cette partie non flexible des horaires qui fait très salarié au final. Ouais, pareil, bonne question. En fait, encore une fois, il faut revenir à la base de l'échange, du besoin du client et de ce qu'il a proposé comme condition et exactement le cadre, lui, de sa mission dans sa tête, et vérifier que vous êtes raccord ou que vous pouvez avoir établir une relation d'égal à égal et d'expliquer que votre TJM représente
peut-être X heures de travail par jour. Soit le dire comme ça, mais alors si pour vous, être disponible sans arrêt de 9h à 18h30, ça vaut peut-être plus que votre TJM initial. Dans ce cas-là, c'est peut-être lui annoncer un TJM un peu plus élevé parce que, bah oui, c'est pas pareil en freelance et en salarié. On n'a pas un forfait cadre en freelance. Enfin, ouais. Il y a, je peux compléter? Vas-y, ouais. Ouais. C'est une grosse question parce qu'en fait, au cœur de ça, il y a ta qualité de vie. En fait, là, moi, ce que je lis, c'est pas le problème, c'est pas que tu travailles 9h ou 9h30 et même si tu facturais plus cher, bah ok, pourquoi pas. Le truc, c'est que pendant que tu travailles, tu fais pas autre chose. Tu t'occupes pas d'autres clients, tu t'occupes pas si tu as des enfants de tes enfants, tu vas pas promener ton chien, tu fais pas de musique, tu fais pas de sport, tu fais pas les courses, tu fais pas à manger. Et tu as le droit de faire tout ça dans ta journée, ou en tout cas d'agencer ta journée comme tu l'entends. Donc là, ça, c'est le deal que tu as signé avec ton client. Il y a un mot dans ta question qui dit où le client pense que cela veut dire être disponible. Et tu dis bien pense. Pense, j'en reviens à ce que je disais tout à l'heure, ce sont des attentes. Ça n'est pas un engagement. Est-ce que tu t'es engagé à le faire? Si tu t'es engagé à le faire, c'est tes responsabilités. Peut-être que tu peux sortir de ce deal-là et en trouver un autre. Moi, c'est un petit peu dur de répondre de manière très spécifique parce que c'est un cas particulier. Si tu veux en parler, on peut en parler. N'hésite pas à me faire un petit coucou et on en discute. J'ai plusieurs clients à qui c'est arrivé parce que j'ai des clients, je le disais, qui sont en régie. J'avais c'est le même client que l'histoire de tout à l'heure, qui était dans une startup où c'était 9h. En fait, en gros, 9h, 19h, il faut être sur Slack. Il faut être capable de sauter sur le ballon. Bon, sauf que c'est pas forcément pertinent. Et en fait, ce qu'a fait mon client, c'est qu'on a eu une conversation et il en a parlé. Il dit voilà, moi je veux bien être présent, mais j'aimerais bien aussi avoir la possibilité d'aller m'aérer. C'est important pour moi, tu vois. J'aimerais bien moi travailler à 7h le matin parce que c'est là où je suis frais, m'arrêter un peu plus tôt le soir pour faire de la musique et le midi en fait, j'aimerais bien. Moi j'ai besoin de décompresser. Quand je suis focus, je suis très focus. Mais voilà comment je fonctionne. C'est important pour moi d'avoir le temps de manger, d'avoir le temps de promener mon chien le midi. Et en fait, il a 25, 26 ans. Il est allé courageusement dire voilà ce qui me plaît, voilà ce qui me plaît moins, voilà ce que je veux. Voilà ce que je veux. Il a appris à exprimer ses désirs, ses souhaits et à ne pas rougir. On a le droit d'avoir envie de prendre une promenade et une sieste le midi. Ça ne regarde personne. Si vous voulez aller faire poney piscine, c'est votre droit. Okay. Maintenant, est-ce que la personne en face va vous accepter ça? Peut-être, peut-être pas. Mais déjà, votre responsabilité, c'est de l'exprimer. Lui, il l'a exprimé. Qu'est-ce qui s'est passé? Toute la team qui était sur Slack de 9h à 19h a commencé à prendre une pause le midi, à se déconnecter. Et en fait, d'un truc en mode merde, j'ai pas le droit, parce que tout le monde fait comme ça, il a déclenché un mouvement qui a finalement amené de la douceur dans cette équipe. Et tout le monde est content finalement maintenant d'avoir un peu plus de flexibilité. Donc, si ça se trouve derrière un truc qui est indécrottable, peut-être que tu n'es pas la seule. Je me dis Clélia, mais je ne sais pas si c'est Clélia. Tu n'es pas la seule ou le seul à avoir ce problème-là dans cette équipe, peut-être. Donc, voilà, à creuser. Et si tu veux en discuter, ce sera avec plaisir. Et je me permets juste de rebondir parce qu'en effet, dans les commentaires, ça enchaîne un peu et Jean-Bart a une vraie remarque qui dit « Quand tu es en presta, à moins d'avoir une astreinte, des horaires sont considérés comme un CDI dissimulé. » Et c'est vrai que ça, on l'oublie parce que, encore une fois, comme tu l'as dit, Charlot, c'est un cas particulier, donc on ne connaît pas du tout le contexte, on ne sait pas si c'est sur une mission long terme ou quoi. Mais c'est vrai que si tu as quelqu'un qui te prend en freelance pour du 9h, 18h30 pendant plusieurs mois et qui s'attend à ce que tu bosses H24 pour lui, on peut être sur du salariat déguisé. Donc, il faut faire attention à ça, en effet.